Bonjour à tous, nous revoilà repartis pour cette deuxième vidéo de la Terre et de l'univers. La dernière fois, nous avons fait une présentation assez classique de la matière visible, et cette matière est habituellement présentée comme étant constituée de particules élémentaires, à savoir des électrons, des quarks et des photons. Quand nous présentons les choses comme cela, nous suivons en fait la vision classique de Démocrite, un ancien philosophe grec, et Démocrite concevait l'univers comme étant constitué de toutes petites entités indivisibles, les atomes, et tout cela dans du vide. Et cette conception de l'univers s'inscrit dans tout un courant de pensée philosophique, matérialiste, comme le mécanisme ou l'atomisme. En fait, nous avons vu que l'essentiel de la matière, c'est essentiellement du vide, et cette matière que nous percevons comme substance visible, pesante et palpable, tout cela n'est le résultat que de champs de force d'interaction énergétique, s'exerçant entre toutes ces petites particules. En fait, le monde de l'infiniment petit, c'est le domaine des ondes, des vibrations, des rayonnements. Bref, tout cela n'est pas très loin de Star Wars, où la lévitation et autres interactions à distance y règnent en maître. Et dans cette petite vidéo, il va être beaucoup question de ces interactions. Ce que je vais présenter ici, en gros, c'est la notice technique qui va nous permettre d'expliquer le fonctionnement de l'univers, des galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Bon, ce que je vais présenter, c'est un petit peu technique, avec pas mal de vocabulaire et de terminologie. Je vais donc donner quelques petits trucs qui nous permettront de retenir cela et de structurer toutes ces idées. En l'état actuel de nos connaissances, alors qu'est-ce que nous disent les physiciens des particules ? Ils nous présentent une théorie qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Théorie qui pour le moment n'a pas été mise en défaut par l'expérience et qui nous permet d'expliquer les nombreuses expériences qui ont été réalisées sur l'infiniment petit. Alors l'essentiel de ces expériences se font dans des collisionneurs de particules, où on accélère jusqu'à de très grandes vitesses des particules comme des électrons ou des protons, et on les fait entrer en collision, ce qui libère d'énormes quantités d'énergie, et on regarde ce qui se passe. Ce sont aussi les mathématiques, notamment la théorie des groupes et les concepts de supersymétrie qui ont permis de construire le modèle standard de la physique des particules et qui ont permis de concevoir à l'avance ce que les expériences pourraient donner. Alors pour commencer, revenons sur les particules élémentaires, et ces particules élémentaires sont divisées en deux groupes principaux. Premièrement, nous avons les fermions. Fermions du nom du physicien Enrico Fermi. Et ces fermions, on va en compter 12. Et les fermions, on va les subdiviser en deux catégories. D'une part les quarks et d'autre part les leptons. Leptons, cela veut dire léger, et on a compris, les quarks, ils vont être plus lourds. On se rappelle, les quarks, c'est ce que l'on va retrouver dans les protons et les neutrons. Protons et neutrons ne sont donc pas des particules élémentaires, ce sont des particules subatomiques, ce sont des particules composites. Et des quarks, nous en avons 6. Je vais donc remplir ce petit tableau à 2 colonnes et 3 rangées. 2 colonnes car les quarks, ça marche par paire. Et 3 rangées car nous avons les quarks de première génération, de deuxième génération et de troisième génération. Alors le but, cela n'est pas d'apprendre cela par cœur, mais il y a un petit truc mnémotechnique pour se rappeler la liste des quarks. Par exemple, je me suis fait cette phrase que vous pouvez adapter à votre convenance. Et les premières lettres des mots nous donnent les noms des quarks. Une 2, c'est sûr, t'es beau ou t'es belle. Une 2, c'est top et down. C'est sûr, c'est charm et strange. T'es beau, c'est top et bottom. Maintenant, passons au lepton. Et là aussi, nous avons un tableau à 2 colonnes et 3 lignes. Le lepton le plus connu, c'est l'électron, et il est dans la première case de ce tableau. Est associé à cet électron, nous avons une particule qui s'appelle le neutrino. Alors, le neutrino, cela se note avec la lettre grecque nu, et je mets un petit E ici, en indice, pour rappeler que c'est un neutrino de saveur électronique. Alors, le mot saveur, je ne l'ai pas utilisé par hasard, c'est le mot utilisé par les physiciens. Puis, on a découvert d'autres leptons. Ici, nous avons le muon associé à un neutrino de saveur muonique, puis le tauron associé avec un neutrino de saveur tauique. Encore un petit mot sur les quarks. Un nucléon, c'est 3 quarks ensemble, mais pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. Déjà, dans un nucléon, si je mets 3 quarks, chacun de ces quarks doit avoir ce qu'on appelle une charge de couleur différente. Une charge de couleur, c'est quoi ?
On a vu qu'il existe des particules de charge positive ou négative. Eh bien, à l'échelle des quarks, il existe un autre type de charge. Cela n'a rien à voir avec les charges plus ou les charges moins. Cela n'a rien à voir avec la couleur. C'est juste qu'il existe un autre type de propriété qui existe pour les quarks. Ainsi, pour une entité soit stable du point de vue électrique, il faut qu'il y ait autant de charges plus et de charges moins. Eh bien, pour un quark, on a une chose similaire avec les charges de couleur. Il faut aussi un équilibre des charges de couleur. Et ces charges de couleur sont au nombre de 3. Et par analogie avec les couleurs primaires, ces charges de couleur, ce sont le rouge, le vert et le bleu. Et quand je fais une synthèse additive d'une lumière rouge, d'une lumière verte et d'une lumière bleue, j'obtiens une lumière blanche, que l'on pourrait qualifier aussi de lumière neutre. Et bien pour les quarks, c'est pareil. Pour avoir un nucléon bien stable, il me faut une quantité de chaque type de quark. Il me faut un rouge, un vert et un bleu. Ainsi, si vous voyez du rouge, du vert et du bleu sur ces schémas, cela n'est pas par coquetterie, c'est parce qu'il faut vraiment du rouge, du vert et du bleu. Voilà, nous avons terminé avec les fermions, passons aux bosons. Et les bosons, ce sont eux qui vont jouer un rôle très important dans les interactions entre les fermions. Ici, nous avons ce petit tableau pour ce que l'on va appeler les bosons de jauge. Alors, les bosons de jauge, ce sont des vecteurs des forces d'interaction. En fait, tout se passe comme si les fermions s'échangeaient des balles. Je t'envoie une balle, tu me renvoies une balle, et si tu me renvoies une balle, je te renvoie une balle, etc. Ainsi de suite. C'est de cette manière imagée que l'on explique l'existence d'interactions à distance entre les fermions. Ces bosons, on va aussi les qualifier de médiateurs des forces. Et des bosons de jauge, nous en avons 4. Et ils vont intervenir dans le développement de 3 grands types d'interactions fondamentales dans l'univers qui sont décrits par le modèle standard, à savoir l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire faible et l'interaction électromagnétique. Je vais commencer par le premier, le mieux connu, c'est le photon. Et le photon est le médiateur de la force d'interaction électromagnétique. Ainsi, en permanence, au sein de l'atome, nous allons avoir des échanges de photons entre les nucléons et les électrons. Là, je passe rapidement sur l'interaction électromagnétique, mais c'est cette interaction qui gouverne en grande partie notre monde quotidien à notre échelle. L'interaction électromagnétique, c'est elle qui va être responsable de tous les phénomènes lumineux, c'est elle qui va rendre la matière visible, c'est elle qui va développer des rayonnements électromagnétiques avec un spectre de fréquence très large, puisque l'on passe par énergie décroissante, des rayons gamma aux rayons X, aux rayons UV, à la lumière visible, aux rayons infrarouges et aux ondes radio. Sans l'interaction électromagnétique, pas d'ordinateur, pas de télé, pas de radio, pas de jeux vidéo. C'est l'interaction électromagnétique qui est responsable aussi de tous les phénomènes d'aimantation. Sans interaction électromagnétique, pas de magnétisme et pas de champ magnétique. De même, c'est l'interaction électromagnétique qui est responsable des courants électriques. Sans interaction électromagnétique, pas d'électricité. Sans interaction électromagnétique, l'atome ne peut pas exister, car les électrons ne seraient plus retenus par des noyaux atomiques. Et sans interaction électromagnétique, la chimie, elle disparaît, car il n'est plus possible d'établir des liaisons chimiques et de construire des molécules. Puis nous avons le gluon. Alors le gluon, c'est le médiateur de l'interaction nucléaire forte. C'est cette force qui va permettre déjà d'assurer la stabilité des nucléons, protons ou neutrons. Bon, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais les quarks, ce sont des particules élémentaires chargées. Un quark up, c'est une charge de 2 tiers, et oui, on a une charge qui n'est pas d'une valeur entière de celle de l'électron, et un quark down, c'est une charge de moins 1 tiers. Alors maintenant, faites le calcul. 2 up et 1 down, cela fait 4 tiers moins 1 tiers, donc une charge de plus. C'est le proton. Et 1 up et 2 down, cela fait 2 tiers moins 2 tiers, cela fait une charge nulle, c'est le neutron. Bien, mais alors avec tout cela, nous avons 2 quarks positifs dans un proton. J'ai donc des répulsions qui s'exercent entre ces 2 quarks up dans un proton. Et je vais avoir aussi des répulsions entre 2 quarks down qui sont chargés négativement dans un neutron. Et pour assurer la stabilité de l'ensemble du nucléon, il me faut l'interaction nucléaire forte. Bon, l'interaction nucléaire forte, c'est la stabilité des nucléons, mais c'est aussi la stabilité des noyaux atomiques. Alors un noyau, c'est une accumulation de charges positives avec les protons, et si on s'en tenait là, les noyaux atomiques ne pourraient pas exister. Alors, il y a 2 choses qui vont nous permettre la stabilité de ces noyaux atomiques. Premièrement, il y a les neutrons qui permettent d'éloigner les protons entre eux et donc de diminuer les répulsions. Deuxièmement, et c'est surtout l'interaction nucléaire forte qui va nous permettre d'assurer la stabilité de ce petit monde, et c'est une force attractive très puissante, c'est comme une colle.
C'est pour cette raison que l'on appelle la particule médiatrice de l'interaction nucléaire forte un gluon. Et c'est grâce à cette force, qui a une très faible portée, que les noyaux atomiques peuvent exister. Maintenant, passons aux 3 bosons de jauge que nous n'avons pas encore traités. Ce sont les bosons W+, W- et Z0. Et ce sont des bosons, des particules médiatrices qui sont impliquées dans l'interaction nucléaire faible. L'interaction nucléaire faible, elle est un peu spéciale, car elle ne se manifeste que de manière aléatoire. C'est cette interaction qui est responsable des désintégrations des noyaux atomiques radioactifs vers des noyaux plus stables. Autrement dit, c'est elle qui est à l'origine de la radioactivité. C'est une interaction qui va permettre de transformer une particule élémentaire en une autre particule élémentaire. C'est une interaction qui va permettre de transformer un fermion en un autre fermion. Et les bosons de jauge de l'interaction nucléaire faible vont permettre aussi de transférer de l'énergie et des charges. Alors, pour expliquer tout cela, on doit s'intéresser à 2 grands types de processus de désintégration radioactive. C'est la radioactivité β+, et la radioactivité β-. Et là, je dois faire une petite parenthèse pour expliquer tout cela. La radioactivité β-, elle se produit quand nous avons un noyau atomique avec trop de neutrons et pas assez de protons. La radioactivité β-, elle vous transforme un neutron en un proton. Et cette transformation stabilise le noyau atomique vers une configuration énergétique plus stable. Donc on a cette réaction. Un neutron qui donne un proton avec libération d'un électron pour assurer la conservation des charges électriques. Donc j'écris ceci, mais les expériences ont montré que les choses n'étaient pas aussi simples. Déjà, les expérimentateurs se sont aperçus que l'électron produit était moins énergétique que prévu par les calculs. Et l'énergie de cet électron était même très variable entre 0 et la valeur maximale prédite par la théorie. Donc en fait, pour expliquer la chose, c'est que l'énergie manquante doit être véhiculée par une autre particule qui est très difficile à détecter de surcroît. Et cette particule, c'est un autre fermion, c'est un autre lepton, c'est un neutrino. Et neutrino, en italien, cela veut dire le petit du neutron. Et pour être plus précis, c'est un antineutrino de saveur électronique qui va être émis. La radioactivité β+, c'est l'inverse. Elle se produit donc dans un noyau atomique avec trop de protons, et la nature va chercher à le transformer vers une configuration énergétique plus stable, c'est-à-dire avec moins de protons et plus de neutrons. La réaction sera donc un proton qui se transforme en neutron. Et toujours pour assurer l'équilibre de charge, je dois faire partir une charge plus sous forme de lepton. Un lepton de charge plus, eh bien le seul lepton que je peux créer, cela sera un positron, c'est-à-dire un antiélectron, une antiparticule, un antilepton. Donc vous voyez, nous vivons dans un monde de matière où quasiment toute l'antimatière a disparu. Mais parfois, cette antimatière, elle se remanifeste à nous. Donc j'écris ceci, et là aussi, la réaction n'est pas complète. Car quand je crée un antilepton, il faut que je compense en créant un lepton, et ce lepton, cela sera un neutrino de saveur électronique. Bon, j'ai présenté 2 grandes réactions de désintégration nucléaire, mais où sont les bosons de jauge de l'interaction nucléaire faible là-dedans? Eh bien, ce sont ces bosons qui vont permettre d'assurer ces transformations. Et je vais réécrire la réaction β-. J'ai un neutron qui se transforme en proton et qui libère un boson de jauge, qui a de charge moins. Un neutron, c'est un quark up et 2 quarks down. Et un proton, c'est 2 quarks up et un down. Donc la réaction, c'est un quark down qui se transforme en un quark up. Et au passage, je dois émettre un boson W-, car un quark down, c'est une charge de moins d'un tiers d'une charge électronique élémentaire, et un quark up, c'est 2 tiers d'une charge électronique élémentaire. Ce boson W- a une durée de vie très courte, et il se transforme très vite en un électron et un antineutrino de saveur électronique. Pour la réaction β+, c'est le même principe. J'ai le proton qui se transforme en neutron. Donc j'ai un quark up de charge 2 tiers qui se transforme en un quark down de charge moins 1 tiers. Et pour cela, j'ai besoin d'un boson de jauge qui va transporter la charge positive excédentaire du proton, et ce boson de jauge sera donc une particule W+. Donc j'écris ceci, quark up me donne un quark down plus émission d'un boson W+. Et là pareil, cette particule W+, a une existence très brève, mais elle est indispensable. Et ce W+ disparaît en donnant un positron et un neutrino de saveur électronique. Bon, je n'ai pas parlé du boson Z0, je n'en parlerai
et je n'en parlerai pas, mais c'est un boson qui, lui aussi, est impliqué dans la transformation des particules en d'autres particules. Enfin, pour terminer, mentionnons le boson du Higgs, qui est associé au champ d'interaction du Higgs. Je n'en parlerai pas ici, car il mérite à lui tout seul une vidéo là-dessus. Disons juste que cette particule a été indispensable dans l'évolution de l'univers après le Big Bang, et sans le boson du Higgs, l'univers ne serait pas comme il serait actuellement. Et rappelons que c'est une particule médiatrice impliquée dans le fait que certaines particules possèdent une masse. Je ne parlerai pas ici non plus de la quatrième grande interaction fondamentale de l'univers, c'est la gravitation. C'est une force qui est négligeable à l'échelle de l'infiniment petit, mais elle va se manifester à notre échelle et à l'échelle des distances astronomiques. Nous en parlerons donc dans une autre vidéo. Bien voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur les grandes interactions fondamentales de l'univers. Nous nous sommes surtout concentrés sur l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire faible et l'interaction électromagnétique. Nous avons présenté la théorie en vigueur sur les particules élémentaires, à savoir le modèle standard de la physique des particules, et qui distingue deux grandes catégories de particules. D'une part les fermions, qui sont les particules de la matière, et d'autre part les bosons, qui sont les particules qui vont permettre d'établir des interactions à distance. Toutes les particules ne réagissent pas de la même manière à ces champs d'interaction, certaines y sont sensibles, d'autres non. Ainsi, l'interaction nucléaire forte, elle ne concerne que les quarks. Les leptons y sont insensibles. L'interaction électromagnétique ne concerne que les particules chargées. Les autres, de charge nulle, y sont insensibles. C'est la raison pour laquelle les neutrinos sont des particules si difficiles à détecter, car ils ne réagissent à presque rien. Ils sont insensibles à l'interaction nucléaire forte, ils sont insensibles à l'interaction électromagnétique. Et dans certains cas, ils peuvent réagir à l'interaction nucléaire faible, mais encore. Voilà, pour la prochaine vidéo, nous ferons un grand bond de l'autre côté, puisqu'après l'infiniment petit, eh bien, nous parlerons de l'infiniment grand, avec les grandes structures de l'univers. À bientôt!